sharing this one and only life, ending up just another lost and lonely wife. You count up the years and they Bonjour will tout le monde. Ça y est, je suis trop contente, je les connais tous. Mais oui, on n'a que des fidèles, c'est quand même trop sympa. Et des fidèles aussi qui sont devant leur écran. Bonjour tout le monde, bienvenue dans Bel et Bien ensemble. Avec, et je sais que c'est elle qui vous fidélise. Oh oui, ce n'est pas moi. Sarah Kadour est avec nous. Eh oui, mon chou. On ne me parle que d'elle. On m'arrête dans la rue. Agathe ? Oui, Sarah, vous la connaissez bien, vous la voyez en dehors? Oui, de temps en temps. Ah, elle est trop géniale, elle est trop drôle. Bon, Je repars. Agathe? Oui. Vous voulez un autographe? Non, je voudrais un autographe de Sarah, si vous pouvez. Voilà, bon, j'ai la même chose avec Arnaud Loquet. Oui, mais ça, c'est les filles qui m'arrêtent. Et bien sûr, nous avons Sylvie Choqueron, notre neuropsychologue adorée, qui nous éclaire de son savoir régulièrement dans Bel et Bien. Vous connaissez tous ces articles? Chaque année, la presse féminine nous vend la promesse du corps parfait en 15 jours. Dis donc, ça va pas, non? Mais il bavasse, il bavarde, c'est pas possible. Toujours la même, hein? Autoritaire. Alors, le chiffre qui résume tout, écoutez bien, c'est 7. 7, c'est le nombre moyen de régime qu'une femme va faire dans sa vie. 7 tentatives, 7 espoirs, 7 déceptions. Bisous. Alors pourquoi est-ce qu'on résiste à la perte de poids? Pourquoi on ne maigrit pas dans un chien galeux? Ce matin, on va oublier les régimes drastiques. La clé ne se trouve pas dans l'assiette, mais là, dans notre cerveau. C'est pour ça qu'on a Sylvie Choqueron. Et pour nous en parler, on reçoit celui qui nous a donné carrément envie de faire cette émission. Regardez, c'est lui, vous le connaissez bien, c'est le médecin nutritionniste Réginald Allouche qui nous promet de maigrir grâce aux neurosciences. Mais avant ça, Sarah, Oui. vous en avez gros sur la patate, malgré l'amour du public pour vous. Surtout la patate en moi, ouais. à l'intérieur, que j'ai mangée. Non, je suis dégoûtée, parce qu'en fait, avec mon chéri, il y a quelques jours, on a eu 40 ans à une semaine d'intervalle. Ouais. Et ce qu'on s'est dit, voilà, on a réfléchi, pourquoi pas faire un régime ensemble, vu qu'on fait tout. Pourquoi ça, c'est ensemble. nouveau? On a voulu devenir Génial, en tout raisonnable. cas, une belle... Un beau projet commun. Belle preuve d'amour. Et comme on fait tout ensemble, voilà, on a décidé de commencer simultanément. Et ça avait presque l'air romantique. On a mangé les mêmes repas, réduit les mêmes plaisirs, fait les mêmes efforts. Et au bout de 2 semaines, eh ben, monsieur avait perdu 3 kilos et moi rien. Nada, walou. Classique, mon chou. J'étais dégoûtée. Et j'ai enquêté. Je suis pas la seule. Ah bon? Oui, j'ai vu sur les réseaux sociaux que c'était devenu un genre à part entière. J'ai vu des vidéos de couples qui commencent un régime ensemble et systématiquement le même scénario. Monsieur supprime 2 apéros, fait une balade digestive et se réveille avec une nouvelle silhouette, alors que madame pèse ses pâtes, refuse le dessert, fait du sport, respire même du céleri. Et la balance lui répond « Merci pour vos efforts, à tantôt ». Attends, Voilà. tout dit, ben oui. Alors Sylvie Choqueron, j'aimerais comprendre pourquoi les hommes ont tendance à maigrir plus vite que les femmes. Alors, c'est vrai, vous avez raison, il y a une injustice. Première raison, c'est sans doute parce que les hommes ont plus de muscles que les femmes. Donc, environ, on dit 35% de masse musculaire chez les hommes versus 28%. C'est pas une grosse différence, mais quand même, chez les femmes. Pourquoi est-ce que c'est important d'avoir du muscle, mis à part le fait qu'il y a moins de gras? Parce que les muscles, même au repos, consomment de l'énergie. Donc, même si vous ne faites rien, celui qui a le plus de muscles consomme plus d'énergie que celui qui en a moins. Donc, première injustice. D'où l'intérêt de se muscler, du reste. Exactement. Deuxième injustice, les hormones. Donc nous, on sait bien, les femmes, qu'on est soumises à des variations hormonales. Quelle femme n'a pas pris 500 grammes, 1 kilo, voire 2 kilos avant ses règles? Souvent parce qu'on est un peu gonflé, souvent c'est de l'eau, mais malgré tout, c'est du poids en plus. Et donc on sait que les modifications hormonales vont modifier la façon dont on stocke la graisse, dont on l'élimine. Vous savez qu'à la ménopause, par exemple, on va commencer à stocker de la graisse un peu sur le ventre, hein. On va aussi avoir moins de dépenses énergétiques, on va perdre en masse musculaire, mais malgré tout, on va garder le même appétit, souvent, et on va manger la même chose, ce qui fait que finalement, à vie égale, à la ménopause, on risque de prendre du poids ou de ne pas pouvoir en perdre, simplement parce que notre métabolisme change. Bon, alors pour perdre du poids en douceur, parce que l'objectif, c'est quand même d'y arriver si vous en avez envie, parce qu'il n'y a pas d'injonction, évidemment. Ouh là que non. En tout cas, si on veut en perdre et de façon définitive, eh ben, il faut écouter notre invité qui arrive tout de suite.
On n'est pas peu fiers de vous avoir, docteur Alouche, parce que, pardon, il y a encore quelques minutes, il était en grand meeting avec les États-Unis. Voilà. Effectivement, oui. Voilà, mais il ne peut pas nous dire pourquoi et tout, mais enfin, ça avait l'air très, très important. Docteur Réginald Alouche, merci beaucoup d'être là. Vous êtes chercheur, ingénieur biomédical, et puis vous êtes l'auteur de ce livre, Sucre, l'ennemi public numéro 1. C'est aux éditions Albin Michel. Votre méthode pour perdre du poids, le régime neurosciences. Alors, ce qui est génial, c'est que c'est ultra déculpabilisant. Premièrement, vous nous expliquez que prendre du poids avec l'âge, c'est normal. Voilà. Donc, on ne va pas se dire, ah non, c'est moi, c'est injuste, etc. En fait, notre corps, il grossit environ d'1 gramme par jour, c'est-à-dire 3 kilos par décennie. Donc, c'est pas possible de garder la silhouette de ses 20 ans. Et puis surtout, vous affirmez que notre histoire personnelle, en fait, elle pèse bien plus que les calories sur la balance. Vous pouvez nous expliquer ça, docteur ? Oui, parce qu'en fait, il faut savoir que nous sommes les enfants et les petits-enfants de nos parents, de nos grands-parents. Donc, on va hériter de facteurs héréditaires. Hein. Si dans la famille, il y a une personne qui souffre d'obésité, ça peut sauter une génération, ça peut être le petit-fils, la petite-fille. Donc, il y a déjà, on ne part pas du tout avec les mêmes chances. Deuxièmement, on ne mange jamais par hasard. Jamais. C'est-à-dire que quand on reçoit un patient, on s'aperçoit bien que les pulsions, l'envie de sucre, c'est lié à des comportements, mais à un environnement qui peut être toxique. Une personne toxique dans l'environnement, dans l'entourage, ça peut être dans la famille, ça peut être quelqu'un qui met un stress, quelqu'un de gentil, aimant, mais qui va mettre un stress permanent sur vous. Et ce stress permanent, il va se symboliser par des sécrétions d'hormones comme le cortisol qui vont libérer du sucre. Le foie va libérer du sucre. Dès qu'il voit du cortisol, le foie, il libère du sucre. Quand il libère du sucre, l'insuline, le pancréas va sécréter de l'insuline. Et l'insuline, elle fait 2 choses. Elle fait rentrer le sucre dans les cellules quand elles en ont besoin. Et elle stocke le sucre au cas où elles en ont de besoin, gras. c'est ça? Voilà, exactement. Ouais. Donc en fait, ce stress à l'arrêt, là, pendant que nous sommes stressés, on va faire un peu de cortisol. Et donc on va un tout petit peu stocker, mais tout petit. Donc c'est intéressant quand même de s'arrêter un petit peu sur soi, de prendre un peu de recul et de se dire, bon, est-ce qu'il y a quelqu'un dans mon entourage qui me stresse? Est-ce que j'ai une charge mentale trop importante? Est-ce que je suis quelqu'un de stressé déjà, peut-être premier boulot, quoi? Oui, absolument. Et tout à l'heure, vous avez dit 7 régimes, 7 échecs. En fait, le problème, c'est qu'un régime, ça ne se fait pas seul. On ne peut pas réduire tout seul son apport calorique, tout simplement parce qu'il faut être accompagné. Alors, si on sait qu'on a un problème de vécu, on va voir un psychothérapeute qui est spécialisé dans ce domaine pour pouvoir assumer, son poids, ne pas donner aux autres un pouvoir qu'ils n'ont pas, parce que souvent, le regard des autres est un regard très culpabilisateur. S'il est gros, c'est qu'il mange. C'est pas comme ça que ça marche. Ouais, je suis désolé. C'est bien plus complexe que ça. C'est bien plus compliqué. On est très, très dur avec les gens en surpoids. Horrible. Et je ne parle même pas de l'obésité, très brutale. qui est une maladie inflammatoire. Hein. C'est une maladie. Oui, il faut le dire et le redire. Voilà, il faut le dire et le redire. Deuxièmement, on ne fait pas de baisse calorique sans exercice physique. Vous l'avez très bien dit, 1 kilo de muscle brûle par jour sans bouger. Pour rester en vie, son empreinte carbone, c'est 30 calories par jour brûlées. Donc, si vous avez du muscle, eh bien, ce muscle, il va brûler des calories à l'arrêt. C'est-à-dire que si, par exemple, je fais une séance de muscu, parce qu'on voit beaucoup d'injonctions sur les réseaux à faire de la muscu, j'y parle d'injonctions parce que c'est vraiment beaucoup, mais ça veut dire que quand même, c'est pas mal, parce que le lendemain, sans rien faire, en regardant ma série, le fait que j'ai fait de la muscu la veille, le muscle... Non, mais vous maintenez votre masse musculaire. Ouais. Déjà, il faut la maintenir, et comme ça, vous maintenez ce qu'on appelle le métabolisme de base, c'est-à-dire votre empreinte carbone, ce que vous brûlez pour rester en vie. Là, vous avez dit quelque chose de très important. On n'est pas tous égaux face à la perte de poids, ça on l'a bien compris. Le métabolisme entre en compte. Oui. Est-ce que vous pouvez expliquer ce que ça veut dire? En fait, notre métabolisme, on peut le contrôler. D'ailleurs, si vous voulez savoir si vous avez trop de sucre dans le sang, et si vous ne supportez pas, vous mettez un capteur glucose pendant 14 jours. Ça, on peut le faire, ça. Évidemment. Ça s'achète où? Ça s'achète en vente libre dans les pharmacies ou sur le site des laboratoires qui le vendent. Eh ben voilà, je vais avoir un capteur glucose, il manquait plus que ça. Déjà que je prends ma tension toutes les 2 minutes, docteur. Non, c'était pas pour ça que je dis ça. Non, mais oui, mais bon, vous savez quand même à qui vous parlez. Voilà. Je vais me rajouter, ça y est, le capteur. Mais qu'est-ce qu'il y a, Gadget? Non, attendez, c'est important parce que j'entends beaucoup, faut pas manger ça, c'est trop sucré. Il faut pas mettre ça parce que c'est pas bien. La réalité, c'est qu'on est tous différents. Ici, vous êtes tous différents, on est tous différents.
Donc on va réagir de façon différente. Oui, On a c'est ça. tous- Non, mais bien sûr, c'est pour ça que c'est très important, très sérieusement, de s'arrêter un petit peu sur ses habitudes de vie, sur son environnement. La bonne nouvelle, c'est qu'on peut booster donc son propre métabolisme, quand bien même, comme vous l'avez fort bien dit, on n'a pas une famille qui a le gène du sport ou qu'on n'a pas eu des modèles. Mais c'est donc grâce quand même au sport qu'on peut perdre du poids dans la durée. Moi, je pensais que chez les femmes, ça marchait pas, ça. Ah si, l'exercice physique, ça marche parce que ça maintient la masse musculaire. Vous avez dit tout à l'heure, les régimes, on a fait 7 régimes. Mais nous sommes tous ici au régime. Nous sommes tous au régime hypercalorique. On mange tous trop. beaucoup trop. On a une offre qui est totalement pléthorique. On parle toujours des sucres, mais c'est surtout les sucres industriels et cachés. Ils sont partout. Oui, c'est ça, c'est très très important parce qu'effectivement, on n'en a pas conscience, mais on n'est pas fait pour manger autant. C'est ça Non. que vous dites. Et vous recommandez donc le renforcement musculaire qui permet de fondre en douceur. Mais qu'est-ce qu'on fait concrètement? Pour se renforcer, on sait aujourd'hui, pour avoir le muscle suffisant, ça c'est des études internationales, c'est pas de moi, c'est 150 minutes d'exercice par semaine. 150 minutes, donc 3 fois 50 minutes, 3 si on fois y arrive, 50. c'est pas mal. Avec un petit codicile, c'est qu'il faut un peu sortir de sa zone de confort. C'est-à-dire qu'il faut faire des C'est-à-dire- sports qu'on n'a pas l'habitude de faire. C'est-à-dire que vous pouvez très bien faire une séance de cardio, d'accord, cool, avec, vous connaissez la règle, c'est le maximum que vous pouvez atteindre, c'est 220 moins l'âge. C'est ça, en battement cardiaque. Et vous diminuez pour trouver une zone, parce qu'il faut de l'oxygène pour pouvoir brûler ces graisses-là. D'accord. Si vous êtes trop en haut, ça marche pas. On peut faire un petit elliptique, par Voilà, exemple. un petit elliptique. Alors, il y a petit vélo. une autre chose que vous pouvez faire si vous avez mal au dos, mal aux articulations, ce qui est le cas de beaucoup de gens. Quand vous dites à quelqu'un de 50 ans, écoutez, il faut faire de l'exercice, il vous dit, ah, mais j'ai mal au dos, j'ai mal au genou, j'ai mal au cou. À ce moment-là, vous faites du fractionné. Vous montez sur votre elliptique, vous faites 2-3 minutes tranquille. Alors, tranquille, ça veut dire qu'on peut parler ou chantonner. D'accord. D'accord. Et puis, Hey, Dr. Hello. voilà. Et pendant 30 secondes à fond. D'accord. Voilà, à fond. Et je termine sur un point. Si vous avez plus de 55 ans, je vous rappelle qu'à partir de 55 ans, on a une fonte musculaire. Ah oui, donc la sarcopénie, Voilà. la fameuse. Sarcopénie. Ça, on en Donc, parle régulièrement. il faut manger suffisamment de protéines de qualité pour pouvoir... Alors, en général, on dit qu'on doit manger à peu près 1,5 g par kilo et par jour. D'accord. Voilà. Et donc, pour vous donner les éléments, dans 100 grammes de viande, il y a 25 grammes de protéines. Bon, cette pression que vivent les femmes face à leur corps, ça date pas d'hier, bien entendu. En fait, les régimes, c'est un éternel recommencement. Dans les années 90, Clémentine Sélarié nous vendait des poudres à mélanger pour remplacer les repas. Moi, j'en ai pris, tout le monde l'a fait. Sylvie, vous l'avez fait? Non. Vous n'avez pas mangé ces poudres? Eh ben, moi, je peux dire que j'en ai bouffé. Et comme à chaque fois, la marque, elle a fini par disparaître parce que les clientes reprenaient les kilos perdus, donc ça servait à rien. Mais vous savez pourquoi? Attendez, justement, parce que je voulais expliquer. Je voulais demander à la neuroscientifique pourquoi il y avait cet effet yo-yo. Mais oui, on l'a. Ah non, on fait équipe. Ah oui, absolument. Alors, mais pourquoi est-ce qu'on a cet effet qu'on appelle yo-yo, hein, c'est-à-dire on perd du poids, on reprend du poids? Parce que dans notre cerveau, on ne le sait pas forcément, mais on a des régions cérébrales qui gèrent une fonction magique qui s'appelle le pondérostat. Qu'est-ce que c'est que ce pondérostat? C'est comme un thermostat du poids. C'est-à-dire que notre cerveau est programmé pour qu'on garde un poids de base stable. Qui est le bon poids pour nous. Qui est notre poids. Et donc, le régime est une aberration pour le cerveau. Parce que vous avez d'un côté votre cerveau qui essaye de vous maintenir à un poids stable, et vous qui essayez de contrer ce thermostat du poids pour essayer de perdre du poids et de vous éloigner de ce poids de base. Donc votre cerveau, naturellement, quand vous perdez du poids, ou quand vous essayez d'en perdre, lui, il fait exactement l'inverse de ce que vous faites. Il essaye de stocker par tous les moyens pour que vous n'en perdiez pas. Ou pour que si vous perdez du poids trop vite, trop vite, vous puissiez en reprendre. Parce que pour lui, il y a une erreur quelque part. Oui, Vous n'auriez on pas est dû- programmé pour survivre. vous Donc il se n'auriez dit, pas mon dû Dieu, perdre famine. ce poids. Donc ça, c'est l'aspect neurobiologique. Et à côté de ça, il y a un effet aussi psychologique, qui est que quand vous affamez les gens, manger devient une obsession. Donc pour toutes les personnes qui ont fait un régime, dès que vous commencez à vous dire « non, je ne dois plus manger ça, je ne dois plus manger ça », vous êtes obsédé par l'idée que vous avez juste envie de manger ça et que vous ne savez pas si vous pourrez résister. Et pour le cerveau, là encore, l'obsession, c'est un problème. Parce que si vous dites à votre cerveau « je ne dois pas, je ne dois pas, je ne dois pas », à un moment donné, il peut y avoir une erreur d'aiguillage. Votre cerveau est tellement focalisé sur cette idée que lui, il va penser « je dois, je vais le C'est ça. faire ».
Et donc, vous allez, au lieu d'inhiber le comportement, vous allez au contraire replonger et vous ruer sur des choses, un, par frustration psychologique, vraiment, et deux, parce que votre cerveau va essayer de vous faire revenir à votre ligne de base. Donc, finalement, le yo-yo, il est assez inévitable. Et si on veut éviter cet effet yo-yo, alors là, il va falloir mettre en œuvre tout un tas de stratégies, ne pas maigrir trop vite, ne pas s'affamer, ne pas se priver, garder du plaisir à ce qu'on mange, même si c'est plus simple, même si c'est moins en quantité. Et puis surtout, garder en mémoire qu'il faudra atteindre une ligne stable avec ce nouveau poids, parce que sinon, très vite, vous allez rebasculer et reprendre vos kilos. Donc, c'est pas du tout un hasard ce qui se passe. Sarah va illustrer merveilleusement vos propos, puisqu'elle a soumis les Français qui cherchent à mincir à la tentation. Oh, la vilaine fille. Avant, j'avais une petite question pour vous, Agathe. Ah oui, dites-moi tout. Est-ce que vous savez combien de décisions liées à l'alimentation on prend par jour? Mais moi, c'est simple, c'est toujours oui. Je prends ce chocolat. Oui. Ah oui, une dizaine. Encore, Agathe? Oui. Voilà, c'est tout. Eh bien, justement, on prend 200 décisions liées à l'alimentation au quotidien. Comme vous l'avez dit, est-ce que je prends un thé, un café, pourquoi pas un biscuit avec? Est-ce que je me resserre? Je prends une autre part de dessert? Eh bien non, je préfère une pomme ou du chocolat. Bref. On s'en sort plus, notre cerveau, en fait, il passe sa journée à arbitrer entre raison et gourmandise. Et le problème, c'est qu'à force de décider vers 17h, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on craque après une longue journée. La preuve. Quel est l'aliment ou la gourmandise auquel vous ne pouvez absolument pas résister? Le chocolat, j'adore. Bonbons. Il y en a plein de gâteaux auxquels je ne peux pas résister. Parce que, tu vois, genre, Vous en bavez. incroyable. Moi, à quel moment de la journée vous êtes le plus tenté, vous, de craquer? En mode goûter, comme les enfants. Le matin, c'est bien quand même. Le goûter, c'est bien. Et le soir, c'est pas mal. Tout le temps. C'est quoi vos techniques pour résister à la tentation quand vous avez envie de craquer? Je bouge. Pas être rester devant la télé ou des choses comme ça, quoi. Je vais manger doucement pour que le cerveau comprenne que je suis en train de manger, satiété, etc. Ben, je prends une bonne bouteille d'eau et je bois. Là, vous allez nous en faire la démonstration. Hop, je suis en plein régime, donc c'est le verre d'eau. Waouh! Et voilà. Elle a résisté. Super. Ah, c'est bon, ça tourne pas là, je peux manger. Ça tourne plus. On a coupé, hein? Voilà, tu peux. Chin. Oh Elle là a là, pas résisté, résisté. elle est mauvaise. Voilà, bon, elle s'est fait plaisir. Régina, j'avais une petite question pour vous. Avant d'entamer un rééquilibrage alimentaire pour perdre du poids durablement et éviter les craquages, vous dites que c'est important d'identifier les déclencheurs. Alors, comment on fait? Les déclencheurs, c'est tout d'abord le fait de ne pas avoir de routine alimentaire. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas de routine alimentaire, qui sautent des repas, qui ne font pas, par exemple, l'après-midi. Si vous savez que vous rentrez tard chez vous parce qu'il y a des transports et qu'il y a du monde, à ce moment-là, il faut faire une petite collation à 5 heures. Sinon, vous allez faire comme tout le monde, vous rentrerez à 8h30 chez vous, à 8h, vous allez ouvrir le réfrigérateur, vous allez manger du fromage et du pain, avant de manger. D'accord? Donc, premièrement, c'est d'avoir une routine, presque militaire. Moi, je suis pour la routine. On sait que le foie, par exemple, adore la routine. Donc, la deuxième chose, c'est, écoutez, comment dire ça? De faire en sorte de prendre du temps pour soi. Aujourd'hui, les gens ne font plus les courses. La livraison à domicile, c'est terrible. Parce que les gens qui vous livrent à domicile, ils font tout pour que ce soit bon. Pour que ce soit bon, il faut qu'il y ait du gras. Il faut qu'il y ait du sucre. Donc, et que ça se conserve. Donc déjà, il faut faire ses courses. Il faut préparer à manger. Il faut prendre du temps pour soi, ce qu'on ne fait plus. Et ça, c'est un deuxième problème. Parce que quand on veut perdre du poids, il faut décider qu'on redevient la personne la plus importante de sa vie. On n'est pas une variable d'ajustement, on mange les restes, on ne s'assoit pas pour manger, on sert tout le monde, on fait ceci, on fait cela. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Il faut prendre soin de soi. Puis troisièmement, il faut essayer de voir quelles sont les émotions qui vont vous déclencher une envie de sucre, par exemple. Et ça, c'est très intéressant parce que vous apercevez, je prends le syndrome, ce que j'appelle le syndrome de la chouquette. Le syndrome de la chouquette, Oh là! il y a quelqu'un de très bienveillant qui arrive au bureau avec des chouquettes. C'est à la fois une bonne et une mauvaise nouvelle. À 11h, vous avez un petit creux qui est naturel, qui est normal. Et ce petit creux est indispensable pour votre foie. Parce que c'est à ce moment-là où il va lâcher ses réserves de sucre qu'il a gardées. Donc, il ne faut pas craquer. Donc, si vous mangez la chouquette, vous empêchez votre foie de larguer le glycogène qu'il a mis de côté pour le cerveau. Parce que le foie s'occupe beaucoup du cerveau. Ils ont un lien, c'est pour ça qu'ils déminent l'alcool, par exemple. Parce que c'est un poison pour le cerveau. Donc, en fait, quand vous avez la chouquette devant vous,
buvez un verre d'eau, vous détournez votre regard et vous verrez, 10 minutes après, vous n'aurez plus envie de la chouquette. Moi, la chouquette, je peux résister, mais le reblochon, là, à 11h, ça Et puis, une dernière sur une chose, chips. notez vos émotions. Notez-les. C'est-à-dire que quand vous avez un craquage, notez à quel moment vous l'avez et qu'est-ce qui s'est passé dans l'heure avant. Parce que votre inconscient n'est pas votre ami. Oui. Votre inconscient, comme vous l'avez très bien dit, va vous pousser toujours à revenir à l'ancien modèle. Vous voyez, c'est ces gens qui se séparent de quelqu'un qui était comme ça et ils prennent la même ou le même parce que l'inconscient, c'est comme ça. Et est-ce que c'est là que peut intervenir la poignée d'amande ou de noix Alors, moi, c'est pas la poignée, c'est je ronge. Ok. Ronger. Oui, il en prend qu'un par jour. Vous les rongez Là où on en parce prend que ça 100. prend du temps, ça fait un peu baver, c'est pas beau, ne le faites pas. Mais comme ça, votre cerveau, parce qu'il faut le leurrer, votre cerveau. Vous l'avez très bien dit, nous sommes les enfants des survivants. Si nous sommes sur ce plateau aujourd'hui, c'est que nos arrière-arrière-grands-parents ont survécu à des famines, à des épidémies, donc leur capacité à stocker était importante. Et aux chouquettes. Et aujourd'hui, il y a de l'alimentation partout, et on n'est pas fait pour ça. On n'est pas prêt. Attendez, vous n'êtes pas prêts pour ce qui arrive après, mais je vais vous libérer parce qu'il va y en avoir de l'alimentation sur le plateau. Docteur Réginald Alouche, j'ai pas les mots pour tous vos conseils. Oui. J'espère que vous avez tout noté là chez vous. Je voyais que le public réagissait beaucoup. Je rappelle votre livre si vous voulez en savoir plus. Sucre, l'ennemi public numéro 1. C'est aux éditions Albin Michel. C'est un livre d'utilité publique. On n'a pas la même couverture parce que j'imagine que celui-là est en poche. Voilà, c'est ça. C'est parce que celui-là, c'est la version poche. Mais on a vu celui-là à l'antenne. Merci beaucoup, docteur. Alors, on l'a dit, pour brûler les calories, il faut bouger. Et notre reporter bien-être, Arnaud Loquet, qui n'est pas en reste, qui n'est pas prêt d'avoir une fonte musculaire, il s'est intéressé à une discipline idéale pour celles et ceux qui veulent fondre en douceur. Vous savez, dès que je peux faire du sport, je n'en prise pas. Donc, je vais rebondir sur ce que disait le docteur tout à l'heure. Vraiment, la solution, elle ne se trouve pas forcément dans l'assiette et ça, on ne le soupçonne pas. Parce que compter ses calories, se priver davantage, c'est vraiment pas toujours la meilleure solution. Alors, il y en a certaines qui font le pari de choisir d'autres choses et de s'y prendre autrement, et notamment en mettant leur corps en mouvement. Et donc, avec Myriam, notre journaliste, on est allé découvrir une méthode qui est assez étonnante. C'est un mélange... Moi, j'ai trouvé assez sympa, c'est le bar shape. Bear shape. Bear shape. Myriam s'est donc rendue dans un centre de danse parisien pour rencontrer Géraldine, la fondatrice de cette méthode. Cette ancienne danseuse propose des exercices pour se muscler en douceur ou presque. Géraldine en plein échauffement. Bonjour Géraldine. Bonjour Myriam. Plutôt que de faire un régime qui engendre beaucoup de frustration, le mieux c'est de se muscler. Un cours de barre, c'est un cours full body, donc on va travailler toutes les zones du corps. C'est un cours qui s'adresse principalement aux femmes parce que ça cible les zones qu'on aime nous travailler, notamment les bras, les triceps, les fessiers, les cuisses, les hanches. Toutes ces zones que nous, les femmes, on a envie de dessiner. À 50% du cours, on va utiliser la barre. Ça. Voilà. Comme dans une salle de danse. Alors, on a la grâce de la danse, on a la respiration de la danse, mais on a l'intensité du fitness. Cette méthode, c'est donc un mélange de fitness, de danse classique et de pilates. Et avant son cours, Géraldine nous livre 2 exercices à faire chez soi. On va descendre, expire, on va remonter. Et le haut du corps, on va rajouter des bras pour travailler aussi le haut du corps. Et là, déjà, au bout de 3 répétitions en descendant, je sens les muscles qui s'activent pour travailler ces triceps. Ici, on va monter les bras vers le ciel. Inspirer, incliner le menton légèrement en avant, ouvrir bien dans les genoux. Et on va repousser ici vers le ciel. Et là, on va pulser. Petite accélération. Place maintenant à 1 heure de cours. Myriam, elle aussi, a enfilé sa plus belle tenue. On se grandit, on met le crâne vers le ciel, on met vraiment de l'espace entre les épaules. Et on souffle. Sophie, pour moi c'est très difficile et pour vous? Ça va, mais je suis habituée en fait. C'est ce qui me plaît, c'est que c'est très tonique. Avant, j'ai fait beaucoup de yoga, de pilates et tout ça, et là j'avais besoin de quelque chose d'un peu plus énergique. Vous avez quel âge? Ah non, je dis pas mon âge. J'ai un âge qui ne se dit plus. Après la ménopause, il y a une vraie différence.
Je pense que c'est quand même quelque chose qui permet de lutter un peu contre la prise de poids notamment, et puis de continuer à nous tonifier, de ne pas perdre en tonicité, c'est ça surtout, je pense. 4 comme ça. On pointe bien le pied droit. 2, magnifique. Là, vous êtes en souffrance. Je suis en souffrance, oui. Je suis venue pour la musculature, me muscler. Voilà. Là, je suis vraiment dans un sport que j'aime. Je viens avec plaisir. J'adore la méthode. Tout me plaît. Moi, j'ai un peu passé l'âge de la silhouette idéale, mais en tout cas, oui, je vois que je suis tonique. 7, 6, 5. Dernier 4. C'est horrible. Reste dans ton plié pour vraiment activer les muscles et rester dans cette zone de burn. Tu vois la zone rouge, cette zone-là, tu la sens. Horrible. Reviens tendu devant les bras. Allonge. Et au niveau du bien-être, on dort mieux. C'est un cercle vertueux. On a envie de mieux s'alimenter, etc. Et du coup, on reprend le contrôle sur sa vie, sur son corps, et voilà, ça fait que du bien. N'oubliez pas de pointer votre pied, allez jusqu'au bout de vos orteils. Il y a un sentiment de satisfaction qui fait beaucoup de bien. On a l'impression de faire des choses pour soi. Et quand on a des enfants, on se perd un peu. Donc très important, c'est très épanouissant. Merci à vous. Bravo. Bravo. Et ben voilà, on va faire du bear shape. C'est pas mal, hein? Mais oui, c'est bien. Belle activité. Alors, moi, je veux surtout vous rassurer, surtout si vous ne voyez pas les chiffres de votre balance qui descendent, ça veut surtout pas dire que rien ne se passe vraiment. Il faut se mettre ça dans la tête, rassurez-vous, parce qu'un corps peut perdre en graisse, mais gagner en force, c'est ça le plus important, en souplesse, on l'a vu dans le sujet, et en énergie grâce à ce sport du quotidien. Alors, devant votre télé, le plus important, c'est de trouver vraiment cette activité qui va vous faire bouger, surtout vous tenir à cœur et que vous la fassiez régulièrement. Pour ma part, c'est le culturisme, mais chacun choisit son truc. Le but, c'est de retrouver... Merci pour votre soutien. Il faut juste, voilà, s'accorder votre moment à vous et retrouver ce tonus-là, parce que c'est bien ça le plus important, se sentir à l'aise et heureux dans son corps. Ne me regardez pas comme ça, Sarah. Si, je sais que votre regard a changé. Vous me dégoûtez de la vie. Que les choses soient claires, vous dégoûtez, Sarah. Je transpire tous les jours pour ça, pour recevoir ce genre d'encouragement. Sylvie, perdre du poids, on le sait tous, durablement pour le sport, c'est top. Mais là, j'ai adoré lire ça, c'est-à-dire que vous conseillez quelque chose que personnellement, j'ai beaucoup de mal à faire. Regardez, ces images vont le prouver, c'est de manger dans le calme. Ah oui. Est-ce que c'est possible? Ah oui, c'est extrêmement important. Là, ils sont tous entre eux, je pense que la télé est à fond. Mais les Français vivent quand même, je pense, en grande partie comme ça, c'est-à-dire qu'il y a toujours du bruit quand on est à table. Alors, c'est pas juste le bruit aujourd'hui, hein. C'est la télé, nos téléphones. Et là, pour le coup, il y a eu une étude très récente dans une prestigieuse revue, il y a quelques semaines, qui montre clairement que lorsque le téléphone, donc je vais prendre le téléphone de Sarah pour vous montrer, lorsque le téléphone est sur la table, même s'il est tourné de l'autre côté, même si vous n'avez rien à faire, qu'il n'y a pas de notification, et que vous avez votre assiette devant vous, c'est le téléphone qui va attirer tous vos regards. C'est-à-dire qu'il suffit que le téléphone soit sur la table pour que vous ne soyez plus concentré sur votre assiette. Alors vous allez me dire, pourquoi est-ce que c'est important d'être concentré après tout manger? C'est un acte qu'on peut faire de manière automatique. Mais en fait, les nutritionnistes alertent énormément actuellement sur la nécessité de manger en pleine conscience. Pourquoi? Parce que pour que le cerveau comprenne si vous avez assez mangé ou pas, pour activer le système de satiété, pour qu'on sache si ça y est, on n'a plus faim, il faut de l'attention. Or, vous savez que tous ces écrans, la télé, le fait de discuter, l'écran du téléphone, tout ça va capter notre attention. Donc il faut être à ce qu'on fait. Et si on n'a pas assez d'attention pendant qu'on mange, alors on va pouvoir manger des quantités beaucoup plus importantes que ce dont on a besoin. Et à ce moment-là, on va mettre en péril ce système de satiété qui n'est pas capable de vous arrêter. Parce qu'on dit qu'en général, il faut une vingtaine de minutes après le début du repas pour savoir si on a atteint la satiété, si on n'a plus faim. Et donc, ça veut dire qu'il faut manger lentement, ça veut dire qu'il faut manger en pleine conscience. Et on a montré que des jeunes femmes
qui n'avaient aucun trouble du comportement alimentaire, si on leur mettait un écran devant elles, perdaient complètement la notion de ce qu'il fallait qu'elles mangent, non seulement pendant le repas, mais pendant les repas suivants. C'est-à-dire que même au repas suivant, vous n'êtes pas capable de savoir ce qu'il faut manger. Pourquoi ? Parce que comme il n'y a pas eu d'attention au premier repas, il n'y a pas eu de mémorisation de ce que vous avez mangé. Et donc, si vous ne vous souvenez pas de la quantité que vous avez prise au déjeuner, ça va affecter le dîner, voire le déjeuner du lendemain. Oui, bien sûr. Parce que votre cerveau n'a pas enregistré la quantité d'aliments ingérés. Donc l'attention pendant qu'on mange, c'est absolument crucial. Sans compter que manger dans le calme, ça assure aussi une meilleure digestion. Donc tant sur le plan physiologique que sur le plan des apports alimentaires, sur le plan vraiment cognitif, c'est crucial de manger en pleine conscience. Alors, quand on veut perdre du poids, les réseaux sociaux vous proposent n'importe quoi. C'est-à-dire qu'en plus, c'est l'algorithme. Il suffit qu'on ait regardé un régime et là, c'est parti, c'est non-stop. Il y a le Cotton Ball Diet qui consiste à manger du coton, écoutez bien, imbibé de jus de fruits pour couper la faim. Bah ça, c'est sûr, j'imagine bien que ça coupe la faim. Bah, étant donné qu'on meurt, très certainement, c'est sûr que ça aide. Il y a le Tapeworm Diet. Worm, ça veut dire ver. Vous avez déjà quand même un petit indice. On avale un ver solitaire, bisous. Il faut être cinglé. Comme ça, il mange tout ce qu'il y a dans l'intestin. Non, mais c'est un vrai truc. Où il y a le Sleeping Diet aussi, qui consiste à dormir le plus longtemps possible pour éviter de manger. Non, je vais pas me lever comme ça. C'est un truc de dingue. Alors, on va démêler le vrai du faux sur toutes ces tendances avec vous, Arnaud. Arnaud qui nous rendait tellement la vie meilleure. Bravo. Merci. Alors, Sylvie, ça vous concerne. Je vais vous présenter des méthodes qui promettent de perdre des kilos. On ne va pas prendre ces méthodes-là quand même. Et vous allez nous dire si ça marche ou si ça ne marche pas. OK ? Première tendance, alors ça m'a dégoûté d'entrée. Boire 1 à 2 cuillères de vinaigre de cidre par jour, c'est la diète. Apparemment, tout le monde en parle. Ah oui, tout le monde. C'est un truc de dingue. Mais ça a quel effet ? Est-ce que ça a vraiment un effet de détergent sur la graisse ? Plutôt ça, hein, on est d'accord. Ça marche plutôt pas. Pourquoi est-ce que ça a été conseillé au départ ? Parce que justement, ça pourrait donner une sensation de satiété, c'est-à-dire couper la faim et ralentir la vidange gastrique, et donc finalement vous faire digérer plus lentement, et donc vous faire croire que vous n'avez pas faim, quoi. Vous laissez avec l'estomac plein. En réalité, non seulement ça ne marche pas vraiment, mais en plus de ça, il y a des risques, puisque le vinaigre, c'est quand même très, très acide. Abrasif quand même. Hein. Voilà, donc vous allez mettre en danger l'émail de vos dents. Et puis en plus de ça, pour les gens qui ont un petit peu de problèmes gastriques, ça peut vraiment créer des inflammations de l'œsophage, parce que ça brûle quand même, donc ça vous crée l'équivalent d'un reflux permanent. Donc non, on ne conseillerait pas de boire du vinaigre, Sarah. On comprend mieux ma dent creuse. Ça a des effets sur la laine aussi. Alors, autre méthode, se brosser les dents à chaque fringale. C'est-à-dire que, hop, j'ai faim, je me brosse les chicots, il paraît que ça arrête tout. Alors, en réalité, ça ne marche pas vraiment. Mais chez certains sujets qui sont un petit peu flemmards, ils se sont lavés les dents, donc ils se disent « je vais vraiment pas remanger après », ça peut avoir un effet vraiment temporaire sur la prise alimentaire, mais il n'empêche que si vous avez vraiment faim, si vous avez fait un exercice physique, si vous avez vraiment envie de manger quelque chose, c'est pas ça qui va vous empêcher de manger, et ça sert à rien de s'affamer et de se brosser les dents, vous resterez toujours affamé, certes avec une bonne haleine, mais affamé quand même, quoi. Et alors la dernière, celle-là, elle ne peut que être bénéfique parce que c'est prôné par J.Lo, Jennifer Lopez. Ça, c'est une référence, mon chou. Eh bien, évidemment, respirer de l'huile essentielle de pamplemousse en guise de coupe-faim. En théorie, ça pourrait avoir un effet, je vais vous expliquer pourquoi, mais ça ne suffit pas. Je ne sais pas si vous avez cuisiné pendant très longtemps, des fois toute une journée. Rien que le fait de sentir les odeurs de cuisine, au bout d'un moment, vous vous dites que vous ne pourrez pas manger. Saturer un peu. Voilà, vous avez préparé un repas pour des gens, mais vous ne pourrez pas manger. Pourquoi est-ce que c'est comme ça ? Parce que vous savez que quand on mange, le goût, c'est aussi de l'olfaction. Et à l'inverse, quand vous sentez une odeur de nourriture, c'est à la fois comme si vous mangiez l'aliment. Donc il y a un lien très fort entre la gustation et l'olfaction, ce qui fait qu'il y a même des gens qui ont envisagé des vaporisateurs. Et d'ailleurs, quand vous passez devant des grandes enseignes qui vendent des croissants, des brioches, etc., vous avez cette odeur, vous avez l'impression que vous mangez une viennoiserie, alors que c'est simplement ce diffuseur devant la boutique. Donc certes, les odeurs peuvent un petit peu vous couper la faim et vous faire croire à votre cerveau que vous avez mangé, mais ça ne suffit pas.
Bon, eh ben écoutez, voilà, hein, rien ne marche quoi, bisous. Cette injonction féminine à perdre du poids, on la retrouve même dans la littérature. Et c'est Tatiana, notre chroniqueuse littéraire, qui va nous révéler ce que les livres ont à nous apprendre sur le sujet. Bonjour Tatiana. Bonjour Agathe. Allez, Tatiana va nous faire prendre un peu de hauteur, ça va faire du bien. Bon, alors qu'est-ce que vous avez dégoté sur l'obsession du poids en littérature? Vous avez trouvé des trucs? Chère Agathe, écoutez une Madeleine de Proust. Ah. Monument de la pop culture, cette jeune femme passe sa vie à noter dans son journal intime ses calories, ses kilos, ses résolutions et ses velléités. J'appelle à la barre. Bah, c'est Bridget Jones, ça c'est... Oui. Bingo. Et ben voilà, tout le monde a trouvé. Ah oui, car avant d'être un film culte, Bridget Jones c'est un roman. Que dis-je? Un roman, un phénomène. Et en fait, que se passe-t-il? Son autrice Hélène Fielding n'a pas attendu la fièvre ozempic pour nous rappeler que parfois le pire régime du monde est celui qu'on impose à son estime de soi. Je vous raconte un petit peu le contexte. Nous sommes en 1995. À Londres, Hélène Fielding est journaliste. Alors naturellement qu'elle écoute ses copines se plaindre, naturellement qu'elle s'inspire et même qu'elle partage leurs préoccupations. Mais surtout, elle relit compulsivement Orgueil et préjugés. Tiens, on connaît celui-ci. Hein? Mais oui, il n'y a On pas de l'adore. hasard. Il n'y a jamais de hasard, Agathe. Et donc, que se passe-t-il? Pour elle, Bridget Jones n'est rien d'autre que la réécriture du chef-d'œuvre de Jane Austen. Et Bridget Jones, qui est-elle? C'est une copine célibataire, elle est drôle, elle est bordélique, elle est excessive. Quand elle prend 3 kilos, c'est une tragédie grecque. Mais alors, quand elle a un rencard de raté, c'est la déprime à perpétuité. Et là, quand le roman sort, c'est carton plein. Parce que Bridget Jones, c'est nous. C'est le reflet d'une obsession à croire que le bonheur se trouve dès que les kilos en trop ne sont plus là. Sauf que le problème, c'est qu'en fait, dans tout le roman, c'est ça. C'est un journal intime où Bridget Jones, consciencieusement, consigne sa rétention d'eau, ses kilos, le nombre de cigarettes qu'elle ingurgite, bref. Rien n'y fait, le poids stagne, mais la charge mentale augmente. Bah alors pourquoi est-ce qu'elle continue à croire que c'est une question de volonté, comme à peu près toutes les femmes? J'ai l'impression déjà que nous, les humains, on adore croire qu'on est aux manettes de tous les volants et qu'on contrôle même les choses qui nous échappent. Et la réalité de la chose, c'est que je pense aussi que ça nous aide à ne pas avoir le vertige. Mais on vient de comprendre dans cette émission que la volonté, ce n'est que une partie du puzzle. Et qu'il y a évidemment les gènes, la charge mentale, les hormones, exactement, enfin, toutes ces choses-là, le sommeil aussi. Bref, pendant que Bridget Jones se persuade, attire l'arigot, que le bonheur se trouve sur la balance, Hélène Fielding, l'autrice donc, lui prépare une surprise. Bridget Jones ne trouve pas l'amour. Lorsqu'elle devient parfaite, elle le trouve lorsqu'elle réalise que la perfection n'est pas une destination. Prenez la perfection comme un point d'horizon qui recule à mesure qu'on avance. Donc, j'ai évidemment une question pour vous, Agathe. Mais pour vous tous aussi. Hein. Et si le plus lourd à porter n'était pas notre corps, mais le regard que nous portons sur celui-ci? Ah, Tatiana, je vous avais dit qu'elle allait nous faire prendre de la hauteur, voilà. Eh bien, on va se faire tatouer cette phrase, et ce, au-dessus du... J'allais dire du de l'arrêt. Du sillon interfessier. Merci beaucoup, Tatiana. Mais quelle horreur d'avoir dit ça après autant de littérature. Bon, pardon, Sylvie, vous écoutez... ça fait du bien de revenir sur sur Terre, pour tout le monde, il fallait qu'on revienne à des choses plus pragmatiques. Et ça. Tatiana, on vous retrouve évidemment sur vos réseaux sociaux, et c'est un bonheur, je le redis à nos téléspectateurs. Il est temps de se réconcilier avec l'assiette grâce à notre chef, parce qu'on parle régime, on ne peut pas ne pas avoir Héloïse Brion qui va nous proposer une recette saine, gourmande, qui va bien sûr nous faire plaisir, mais on ne va même pas culpabiliser, c'est le bonheur. Voilà, c'est tout. Bonjour Héloïse. Bonjour. Héloïse, on vous a lancé un défi, revisiter un classique, mais version healthy, c'est-à-dire bonne santé. Ouais, parce qu'avec l'été, là, il y a des abricots un petit peu partout. Ouais. Et tout le monde adore rôtir les abricots avec des herbes, des choses, mais souvent du beurre, plein de sucre, etc. Donc, moi, je voulais vous proposer une recette d'abricots rôtis au romarin. Ouh là là, bonheur. Et j'ai fait des petites tuiles aux amandes, mais sans farine, sans beurre, juste avec... Enfin, je vais vous montrer tout ça en image. Il n'y a pas de sucre. Il y a un peu de sirop d'agave. Voilà, il faut regarder quand même la recette en image. Je vous montre tout de suite en image. Alors, on va commencer par faire notre petite tuile. On va prendre des amandes effilées et on va mélanger un blanc d'œuf avec tout ça et un petit peu de sirop d'agave, une cuillère soupe et demie à peu près.
On mélange tout ça. On peut mettre un peu d'extrait d'amande amère si on veut. Et on va faire des petits tas sur une plaque qui va au four. Et on va les mettre ensuite au four qui est à 180-190 pendant 8-9 minutes. Ça dépend un peu du four, mais voilà. C'est trop beau. Ça se fait tout simplement. En plus, c'est rapide, ce qui est pratique l'été quand on a besoin d'un petit encas. Et ensuite, on prend nos abricots qui vont être mûrs mais fermes, parce que sinon, ils vont complètement fondre au four. Voilà, et je mets juste un petit peu du romarin du jardin. Oh là là, mais c'est... Un petit peu dessus, un petit peu autour. Le romarin, c'est bon pour le foie. C'est très bon. On sort notre petite huile, on sort nos abricots. Ils peuvent être servis tièdes ou à température comme ça. Là, je vous ai rajouté aujourd'hui un petit peu de yaourt grec pour un petit peu amener un peu plus de moelleux. Si vous n'avez pas de romarin, vous pouvez faire avec du thym. Vous pouvez ajouter un petit peu de miel d'un petit artisan si vous voulez. Sarah, On dirait des morphailles. Elle lorne sur mon assiette pour Mais faire la Héloïse, mienne aussi. il faut que vous vous formiez à l'animation télé parce que quand vous arrivez, moi, je ne suis plus là du tout. Donc, Bon, c'est moi qui dis au revoir. Ouais. Regardez. Merci à tous. Tout est écrit. Allez-y, moi je mange. Allez-y, Héloïse. Merci Agathe, merci Sarah, merci Arnaud, Sylvie. On se donne rendez-vous dès demain à 9h55 sur France 2. D'ici là, prenez soin de vous et faites-vous plaisir. Allez hop, le carreau à la retraite.